Bienvenue au podcast Le Temps d'un Pré, l'émission qu'on parle du bodybuilding, du fitness et tout ce qui vient avec. Donc aujourd'hui, un podcast en duo avec Dave aujourd'hui. Donc le but du podcast aujourd'hui, c'est un peu de répondre là, à vos questions. On a fait des petits Q&A là, sur Instagram, puis on va répondre ça là, aujourd'hui avec nos connaissances là, qu'on a. Donc, le pré aujourd'hui qu'on consomme, c'est Thermal XTC, une boisson avec du chanvre infusé dedans, saveur de passion fruit. Ouais, fruit de la passion. Fruit de la passion. Donc, on va essayer ça. Première fois. Les ingrédients, c'est assez là, classique, là, boisson énergisante. Donc, un peu de caféine, là, 142 mg. Fait que c'est juste que c'est à base de chanvre, là, je pense. OK, mais j'ai pas vu le chanvre dans les ingrédients, à moins que j'ai vite. Il y a 10 mg de poudre de chanvre. OK, quand même très peu. On va voir si ça goûte dedans, parce que le chanvre, on se rappelle, ça goûte pas très bon, là. OK. Fait que... Ouais, ça goûte un petit peu le chanvre, hein? Juste un peu, ouais. Ben... Ça goûte un peu les greens là, que tu mets, là. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pour... Je te dirais dans des canettes de boisson de même, peut-être pas genre mon top, mettons. Comme un goût de carotte aussi, on dirait. Un goût de navet, un vieux potage. Non. C'est pas dans mes tops, je te dis. Moi non plus. Je dirais genre 7. Ah ouais, t'es un 7. Ouais. Moi, je dirais un 5, là. Un 5, shit. Je vais la finir, là, mais... moi, 7, c'est bas quand même. Okay, c'est passable, mais c'est pas une grosse note, là, 7 pour moi. Là. Alright. Donc, au niveau des questions, on a eu des questions un peu plus powerlifting, un peu plus bodybuilding, un peu plus fitness en général, là, fait que je pense qu'on va les faire un petit peu mélanger, fait que... Ouais, on va quand même garder un ordre là, adéquat, mais on va commencer direct en partant. Qu'est-ce qu'on pense du jeûne intermittent avec toi? Qu'est-ce que t'en penses, justement? Right. Le fameux jeûne intermittent. Donc, il y a beaucoup de gens qui prônent ça un peu là, pour la perte de poids, là, un peu comme ça serait magique. Il y en a qui disent tu sécrètes plus d'hormones de croissance pendant que tu es en train de jeûner ou ça te permet de réparer tes cellules. Ces claims-là, ils n'ont pas tant d'appui scientifique. Là. Il y a quelques études qui démontrent que si, il y a quelques études qui démontrent que ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est quand même assez flou en termes de bénéfices au niveau de la santé. Pour ce qui est de la perte de poids, ben, il faut qu'on se rappelle que la perte de poids, c'est majoritairement une question de déficit calorique. Fait que, il faut que tu consommes plus. En fait, il faut que tu consommes moins de calories que tu en dépenses ou que tu dépenses plus que tu en consommes. Ça dépend comment tu vois ça. Ouais. Mais c'est juste une question de thermodynamique. Donc, tu peux pas passer par-dessus ça par un quel que soit mécanisme, là, que ce soit le jeûne intermittent, etc. Donc, c'est pas magique. Par contre, ça peut être intéressant pour certaines personnes, exemple, là, qui se rendent compte qu'ils ont vraiment plus faim le soir, puis que le matin, ils ont comme pas trop faim, mais ils se forcent comme à déjeuner. Ben, tu sais, dans une période exemple de cut ou de perte de poids, ben, si tu décides de faire comme un peu ton jeûne, puis de reporter à plus tard tes repas, ben, ça peut permettre à la personne d'être plus satisfaite puis d'être capable de sticker plus à la diète en raccourcissant le temps que tu manges, tu sais. Par contre, au niveau de l'hypertrophie, je ne conseillerais pas ça que ce soit optimal. Premièrement parce que au niveau, exemple, si tu veux prendre la masse, il faut que tu manges beaucoup pour créer justement un surplus. Puis de rentrer autant de nourriture, dépendamment des gens, mais de rentrer autant de nourriture dans un court laps de temps, ben, au niveau de la digestion, c'est peut-être pas optimal là, que tu aies le temps. Tu sais, t'as comme pas fini de gérer un repas que t'arrêtes d'en manger un autre. Là. Ouais. Sinon, c'est pas mal mon opinion là-dessus. Là. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter d'autre. Ben, moi, de mon côté, je te dirais qu'au niveau du jeûne intermittent, quand tu as dit, mettons, les gens qui mangent plus tard le soir puis qui vont manger un petit peu plus tard dans la journée, si ça revient au même, c'est en autant que tes calories soient mangées en fin de ta journée. Moi, je suis pas mal dans le comme calories in, calories out, vraiment dans ce côté-là. Puis
Puis, je pense que... C'est pas magique. C'est pas magique. Je pense que si, mettons, exemple, que tu fais, je sais pas, là, tu pars en vacances, tu pars le temps des fêtes, puis tu manges vraiment beaucoup de malbouffe, vraiment une couple de journées, je pense que ça peut faire bien de, genre, juste une journée, faire un genre de jeûne intermittent, mais, tu sais, genre, je dis pas genre faire 24 heures, là, genre juste la première journée, genre de te repartir sur comme une nouvelle base. Moi, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans le temps, de faire un genre de jeûne style 18 heures. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus un jeûne classique et non seulement un jeûne intermittent que tu fais comme à chaque jour. C'est ça. Fait que c'est quand on parle vraiment du jeûne intermittent, je suis pas trop dans cette pensée-là non plus, là. Mais c'est au niveau d'un jeûne, de dire, mettons, juste de le faire une fois de temps en temps, je pense que ça peut faire du bien. C'est juste au corps aussi, puis te permettre justement aux cellules de mieux travailler là, par la suite. Mais si tu manges tout le temps clean la même affaire, autre, puis que tu as une routine, moi je suis plus dans la routine, d'installer tout quoi, puis comme un horaire que tu manges, puis que tu travailles jour, soir, nuit, c'est juste de te créer une routine, pareil quand tu travailles de nuit, quand tu travailles de jour, etc. Là, fait que... Je pense aussi, tu sais, on revient un peu au lot de la perte de poids, il y en a qui pensent que c'est vraiment bien pour la perte de poids, mais souvent c'est du monde qui traque pas vraiment les calories qu'ils mangent dans une journée. Fait que souvent ce qui arrive, c'est que, mettons, ils passent de la journée, mettons, ils ont déjeuné, dîner, souper. Finalement, ils décident de commencer le jeûne intermittent et qu'ils font juste comme skipper le déjeuner. C'est ça. Ben là, ils ont un repas de moins. Fait que ces calories-là, ils remplacent pas nécessairement dans la journée. Fait que ça fait que tu crées comme un déficit calorique sans t'en rendre compte. Parce que là, t'as comme, par exemple, quelqu'un qui mange juste 3 fois, mais là, t'as comme coupé un tiers de tes calories. Là. Puis je parle même, des fois, il y en a qui coupent je déjeune pas, fait que j'enlève un repas, puis c'est... Ah, ben là, vu que j'ai moins mangé à matin, ben je peux manger genre un petit peu plus de scrap le soir. Fait que tu sais, t'en as justement qui calculent pas trop les calories, puis au final, le jeûne intermittent le fait quasiment manger plus parce que là, tu sais, comme j'ai dit, ça dépend des gens. Mettons quelqu'un qui est vraiment faim le matin, puis là, qui repousse tout le temps sa faim dans la journée, mais ça se peut que le mec commence à manger comme il abuse un peu, puis il parte un peu là, comme un genre de binge là, incontrôlable parce qu'il a pas assez écouté sa faim. Exactement. Mais je pense que ça fait pas mal le tour pour le jeûne. Sinon, autre question au niveau de la perte de poids. Fait que si je perds 1 livre par semaine, est-ce que ça peut affecter la force d'une personne? Ben ça dépend. C'est de qui que ça part, ces questions-là. Parce que 1 livre, ça peut être beaucoup ou peu pour 2 personnes. Tu sais, exemple, quelqu'un de 250 livres puis quelqu'un de 130 livres. Ben c'est 1 livre, c'est un pourcentage différent pour les deux, là, tu sais. Fait que, tu sais, pour la personne qui est comme dans le plus lourd, ben, tu sais, 1 livre, c'est pas tant de différence, puis je pense pas que ça joue dans la force. Tandis que pour la personne un peu plus légère de 130 livres, par exemple une femme, ben, 1 livre, ça peut un peu plus impacter. Par contre, ça dépend aussi de ton pourcentage de gras aussi, de où tu pars. Si ton pourcentage de gras est quand même assez élevé, ben généralement, ça n'aura pas beaucoup d'impact là, sur ta performance, tandis que si ton pourcentage de gras est déjà bas, là, ça peut avoir un impact. Là, exactement. C'est ça. Fait que là, aussi, on parle principalement de la perte de 1 livre, mais une livre de quoi? C'est-tu une perte de livre d'eau? C'est-tu une livre de gras, de muscle? Ou de muscle à la limite? Mais c'est sûr qu'une perte de livre de muscle, ça va beaucoup plus impacter. De l'eau aussi, tu sais, des fois, les gens, j'ai perdu du poids, mais en fond, c'est genre juste vraiment déshydraté. Ouais. Ben ça peut impacter ta performance au gym, là. Je te dirais juste que ça dépend, là. Mais je dirais que le côté psychologique aussi d'une cote peut impacter plus la performance que la cote en tant que telle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Il y en a qui ils décident de faire une cote, puis là, ils font peut-être pas la meilleure cote. Peut-être qu'ils décident de couper toutes les glucides à la place de couper juste tranquillement là, les calories. Fait que là, au final, ils jouent justement dans le réserve de glucides, puis là, ça impacte le training. Ouais. Mais c'est pas à cause qu'ils sont en cote, c'est juste qu'ils ont mal géré leur cote, ou juste justement le mindset que là, je suis en cote, c'est difficile. Ben là, t'as comme moins le goût de t'entraîner, puis là, au final, t'as moins d'énergie. Pas parce que. On dirait que c'est comme. Tu crées toi-même ta propre.
t'as pas de prophétie, tu penses que tu vas avoir un training de marde, tu es en cote, ben là, déjà que t'arrives au gym en pensant que tu vas avoir un training de marde. négative, là. Ben, c'est sûr que tu vas pas un bon training, c'est ça. Mais, tu sais, moi, tu vois, ben, tu sais, on peut en parler un peu parce que, tu sais, est-ce qu'une livre par semaine, ça va affecter ta force? Ben, tu sais, on est en train de le vivre avec moi. Là, ça dépend combien de temps tu fais ça, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on regarde un peu là, le principe, on a pas mal plus commencé après la FitLog. Fait que la FitLog, ça a été quoi? En mars, je pense? Avril, mars-avril, en tout cas, ça fait un méchant bout. Fait que, tu sais, on a parti comme de 3,30, puis là, on a vraiment comme coté. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les leviers vont changer. Fait que, t'as moins de ventes, ton choix va peut-être... une grosse bédaine, mais là, rendu, mettons, tu peux comme moins te pencher vers l'arrière, parce que là, t'as comme plus le poids de ta bédaine qui t'amène vers l'avant, tu sais. C'est ça. Fait que, ça change un peu comme comment te positionner. Fait que, moi, de mon côté, est-ce que ça va affecter ma force? Là, mettons, on est entre 3,30, puis là, aujourd'hui, mettons, on va l'avoir 2,18, mettons. 2,78, pas 2,18. Non, 2,78, ouais. Moi, j'ai arrondi à 2,80, là, mais, oui, mettons, je vois une perte de force dans mes lifts, mais en tant que tel, quand je compare mon ratio entre 2,80 et 3,30, mais je sais qu'à 2,80, je vais être finalement. Ton GL il a augmenté. C'est ça, mon GL a augmenté, fait que je suis plus fort, mais à 3,30, j'étais bien beau avec gros et massif, mais j'en avais là. Mon pourcentage de gras est élevé. Fait que, au début, ça n'impactait pas trop. Ça a juste impacté un peu de la manière comment me positionner. Mais là, aujourd'hui, quand je prends le temps de... Là, tu vois, ça fait quoi? Vraiment 6 semaines qu'on est un petit peu plus. Là, quand il va sortir, ça va faire un petit peu plus. Mais on perd environ une demi-livre par semaine. Fait que cette demi-livre-là n'affecte pas vraiment mes performances. Au contraire, c'est tellement slow and steady que, puis je mange encore plus de carbs qu'au début. Fait que j'ai plus d'énergie quand je m'entraîne. Fait que, je deviens plus optimal. Puis, les entraînements, sont quand même assez intenses. Fait que, je me donne, mais j'essaie de tout mettre ça en... le mode de vie doit être optimal. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent impacter justement ta performance et de juste blâmer, exemple, ton déficit calorique et non d'autres facteurs. Ben, des fois, ça peut... tu peux un peu là, te nuire à toi-même. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes, mettons, qui peuvent arriver, puis, mettons, on va parler plus, mettons, en powerlifting. Je pense que c'est une question qui est plus relative avec le powerlifting quand on parle de force. Mais que, mettons, tu compétitionnes, tu es à genre 78 kg, tu veux compétitionner en 74, mais si tu descends 4 kg à ce poids-là, ben, peut-être que probablement que là, ta force va être affectée, là, rendu là-bas. Après ça, tout dépendant aussi où tu es. Parce que, si tu es un athlète qui commence le powerlifting, la première des choses, la pire erreur, c'est de vouloir trop coter rapidement pour te mettre dans des catégories que, genre, fais juste commencer à faire une compétition sans te mettre de pression pour que tu vives l'expérience puis que tu gagnes l'expérience en compétition. Puis plus que tu vas avancer ou que tu vas être proche pour des records provinciaux ou nationaux ou peu importe, là, tu choisiras les catégories où que tu vas être plus compétitive. Mais si tu n'as pas de record, que genre tu finis pas premier puis autre, ben c'est comme entraîne-toi, mange comme il faut. Le but, c'est que tu performes puis tu as des PR. Fait que souvent, il y en a tellement là, qui font ça puis qui commencent, ça fait genre 6 mois qu'ils font du powerlifting. Ils veulent genre coter pour être compétitifs dans l'autre, mais finalement, ça fait genre une régression, ça fait un processus inverse. Ils perdent la force parce que, même si t'es un débutant, t'es supposé en prendre, mais là, t'en perds. Là, c'est pas mieux. Fait que, prends tes gains, en demande. Puis quand tu vas être, comme moi, ça fait 10 ans que j'en fais. Fait que, après 10 ans, oui, mes livres vont peut-être augmenter, mais ils en demandent plus autant vitesse croissante que quelqu'un qui a 18 ans qui commence. Fait que, là, c'est là que mon GL ou mon DOT ou le Wilks devient important. Puis je veux juste qu'il augmente. Fait que plus que mon ratio poids-force augmente, là, je suis content parce que mes performances augmentent. Fait que... Sinon, il y aurait peut-être 2 choses que je voudrais apporter de plus. Là. Fait que la première chose, ça serait d'organiser un peu là, ta nutrition puis ta cote un peu là, pour justement pas perdre de force. Fait que ça va être quoi? Ben, ça va être de garder le plus de nutriments possible autour de ton entraînement. Puis ça serait de, mettons, si tu veux coter un peu les calories, ben, ce serait plus tout ce qui est loin de ton entraînement. Fait que, tu sais, exemple, si tu t'entraînes plus, mettons, à genre 5 heures là, après le travail, ben, tu sais, assure-toi peut-être d'avoir une petite collation, genre pré-workout, avec des glucides, que tu vas être sûr d'avoir de quoi dans le corps pour fueler ton workout.
peut-être après ça, peut-être un petit peu de carbs, un petit peu de protéines après ton entraînement. Mais, par exemple, si je m'entraîne à 5 heures, ben, peut-être que le matin, tu peux couper un petit peu, là, exemple, là, dans tes calories le matin, puis peut-être ta collation le soir aussi, tu peux peut-être couper un peu plus là-dedans. Fait que plus que tu te rapproches de ton entraînement, plus tu laisses ça comme... tu touches pas à ça, puis plus que tu t'éloignes de ton entraînement, plus que tu peux modifier des paramètres. Là. C'est ça. Fait que ça va t'assurer que... d'avoir assez d'énergie durant ton workout aussi, parce que t'en as que... C'est ça, justement, ils perdent la force dans le workout quand ils sont dans la cote, mais juste parce que ils organisent pas le journée comme du monde. Il y en a qui arrivent, ils vont déjeuner, ils vont pas dîner, puis ils vont arriver après ça, aller gym. Il y en a plein là, qui font j'ai un workout ça. de merde. J'ai pas, genre, hey, c'est 2 aujourd'hui, mais crème, t'as un repas dans le corps maintenant. Fait que, tu sais, comme, commence à, genre, juste manger comme il faut, puis il n'y a pas d'excuses. Tout le monde est capable d'avoir des repas ou trouver des astuces. T'es pas capable de les manger, t'es capable au moins de les boire ou autre, tu sais. Fait qu'il y a une manière de structurer ça aussi, là. Fait que... Puis, aussi, pour les gens qui ont peur de perdre la force, là, quand ils cotent, je vous dirais que, un peu comme je disais au début, ça dépend vraiment de où vous partez. Mais tu sais, pendant ma propre expérience, tu sais, moi, dans le fond, là, pendant ma préparation de bodybuilding, c'était pas mal à ça que je roulais le 1,5 livre par semaine de perte. Puis, je vous dirais que ma force, elle a augmenté tout le long de ma prep jusqu'à, je dirais, peut-être 6 weeks out, que là, les workouts étaient comme, ils progressaient plus, puis même qu'ils régressaient un petit peu. Mais avant 6 weeks out, là, ma performance au gym était restée la même, sinon elle avait augmenté. Fait que, si je suis rendu à 6 weeks out, t'es quand même relativement assez ligne, là. Ouais. Fait que, avant d'être rendu là, je pense pas que tu devrais avoir peur là, de coter un petit peu l'exemple pour une compétition. Là. Ouais, puis c'est une question de mindset aussi, je pense. Puis je pense qu'un affaire que j'ai remarqué en powerlifting, qu'on n'a pas parlé au dernier podcast, c'est que je voyais beaucoup de monde qui décidait de faire une cote pour leur compétition, pour augmenter justement le GL. Mais il faisait le cut vraiment rapidement, vraiment agressive, puis il arrivait au meet, puis il pouvait comme bomb out ou pas avoir la performance qu'il pensait. Ouais. Mais je vous dirais, en tout cas, conseil de bodybuilder pour des gens qui font du powerlift, si tu veux cutter pour ton meet, mais tu sais, prends-toi d'avance, fais-le vraiment tranquillement, puis ça va avoir moins d'impact sur ta performance. Puis même que si tu prends vraiment d'avance, ben peut-être juste un petit peu avant ton meet, peut-être comme une semaine ou deux, tu remontes un petit peu des calories, fait que tu remontes un peu en maintien, puis là, tu as encore plus d'énergie pour ton meet. Fait que ça serait mon conseil là, pour quelqu'un qui veut coter, mais qui a peur de perdre de la force, mais tu sais, prends-toi comme assez de semaines, fais pas juste ça dans les 6 dernières semaines avant ton meet. Prends du temps en masse, cote tranquillement, justement. Moi, je conseille, mettons, une perte de gras, de viser environ un genre de 0,5 à 1% de masse corporelle par semaine. Fait que, tu sais, si t'es plus conservateur, vas-y vers le 0,5. Si t'as le goût de ça aille un peu plus vite, va 1%. Mais plus que ça, c'est sûr que tu vas perdre de la force. Fait que non, c'est pas un très bon conseil là-dessus. Sinon, on avait une autre question, c'était par rapport à justement la prise de masse. Fait que là, on vient de parler de cote, fait qu'on va y aller à l'effet inverse. Fait que comment savoir si on mange suffisamment de calories pour une prise de masse? Est-ce qu'on le fait par essai-erreur? Est-ce que c'est basé sur ton poids? Fait que c'est comment, en fait, probablement comment que la science est basée là-dessus? Personnellement, j'utilise un peu là, trois facteurs. En fait, plus que ça, mais on rentre trop dans les détails. Le premier facteur, je te dirais que justement, c'est sa balance. Généralement, un peu comme la perte de poids, essayer de viser un pourcentage, là, je vous dirais que la prise de masse peut être un petit peu plus conservateur. Fait que tu sais, de genre de 0,25 à peut-être 0,75% d'augmentation du poids par semaine. Fait que tu sais, exemple, de quelqu'un de exemple 200 livres, ben s'il veut prendre le rythme de prise de masse, ça devrait être de peut-être 0,5 livres là, par semaine. Là. Un genre de 0,25%. Là. Pas de dirty bulk. C'est ça. Là. Plus qu'on y va agressif, tu sais, mettons 0,75, 1%, mais 1%, c'est t'as plus de chances de prendre du gras un peu là, pour rien. Mais ça fait quand même partie de la game, là, de prendre un petit peu de gras, puis il faut pas avoir super peur de prendre un peu de gras, tu sais. Fait que ça m'amène à l'autre variante,
impliqué au niveau de la performance. Est-ce que tes lifts augmentent? Est-ce que, exemple, tu es capable de faire plus de reps? Est-ce que tu es capable justement d'augmenter tes lifts là, pendant ta prise de masse? Fait que si, exemple, là, tes lifts n'augmentent plus, puis ton poids continue à monter, ben c'est peut-être pas du muscle, mettons, que tu es en train de prendre. C'est peut-être parce que tu es un peu overboard, puis que tu es en train de prendre du gras pour rien, tu sais. Puis après ça, le troisième facteur, ben c'est au niveau de ta digestion puis au niveau de la faim. Fait que tu sais, est-ce que tu as vraiment plus le goût de voir de la bouffe puis tu n'as plus le goût de manger pendant comme 3 ans parce que là, t'en as jusqu'ici de la nourriture, là, ou t'as quand même, tu sais, je dis pas que pendant une prise de masse, t'as tout le temps faim, là, mais est-ce que, mettons, quand tu arrives à ton repas, est-ce que tu as le goût de le manger puis est-ce que tu as faim? Ou c'est vraiment, là, ça me roule dans la gueule puis j'en ai même pas encore pris une bouchée, là, tu sais. Puis au niveau de la digestion, tu sais, est-ce que tu as un bon transit ou est-ce que tu es tout le temps rendu aux toilettes puis sur la chaîne de Bristol, ça vole pas haut, là. C'est ça que tu as le flux, là. Fait que ce serait pas mal ça, mes 3 là, facteurs là, au niveau de la prise de masse, là, savoir si tu progresses ou non, là, dans la prise de masse. Ah, ça. Ben, tu sais, la première des choses aussi, c'est comme. Ça, c'est si vous ne faites pas affaire avec du monde, là, c'est si vous faites vraiment, vraiment tout seul. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones, tout ça, il y a tellement d'applications que vous pouvez aussi savoir combien de calories vous mangez. Fait que, tu sais, de peut-être juste de commencer à traquer ou toujours avoir un peu, au pire, des assiettes qui se ressemblent tout le temps. Fait que c'est d'avoir de quoi. Puis de travailler aussi, comme il dit... De calculer ses calories. De calculer ses calories, parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, je mange 2500 », puis finalement, tu te rends compte que tu en manges 1008 ou que tu es en perte de poids, tu dis « Ah, ouais, je mange 2000 », puis tu en manges 3500. Finalement, est-ce que tu calcules juste pas tes affaires? Fait que comment tu peux savoir si tu en perds ou pas, puis après ça, c'est de savoir si tu manges assez de protéines, parce que souvent, ben du monde va dire « Ah, j'en mange », mais oui, déjeuner, je mange 2 toasts au beurre de peanut avec un bol de céréales, Chris, il n'y a rien là-dedans, là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que ça ramène au fait un peu que si tu n'as pas de données, tu peux pas savoir si tu progresses assidûment. Exactement. Fait que les données que je trackerais, ça serait justement, tu sais, ben, ton poids, ça balance, c'est juste une donnée. Prendre des photos de ta shape, ça aussi, c'est une autre donnée. Après ça, le nombre de calories que tu consommes. Après ça, le nombre de protéines, de glucides, de carbs. Puis que tu fais pas juste le compter une fois, là, tu sais, tu restes assidu puis tu suis une certaine structure alimentaire. Pour après ça, quand, exemple, tu vois que ça stagne un peu, ben tu sais quel levier tirer, tu sais, tu peux, OK, ben là, je vais augmenter un petit peu mes calories, je vais augmenter de 100 calories. Mais tu sais, si tu n'as aucune idée de comment de calories tu manges dans une journée, ben c'est dur après ça je vais manger plus, mais tu manges tout le temps la même affaire, puis tu n'as aucune idée du contenu calorique là, que tu consommes dans une journée, tu sais. Il y en a beaucoup de... Je dis plus que c'était des jeunes, là, mais c'est souvent des jeunes qui sont comme... Hey, là, je mange full, là, puis je prends pas de masse, tu sais, je suis pas capable de prendre du poids. Je dis, OK, ben t'as-tu compté? Mettons, tu manges combien de calories dans une journée? Oh, ouais, là, je mange à peu près 3400 calories. OK, tu manges sérieusement 3400 calories, day in, day out. Pas juste j'ai tracké une fois, puis ça donnait ça, là. Non, c'est à chaque jour... Semaine, fin de semaine, école, pas école, travail, pas travail, file pas bien, file bien, tu manges ça. OK, ben là, après ça, c'est facile de faire un changement puis de dire, OK, mange un petit peu plus. Mais tant que tu n'as pas cette donnée-là, tu peux pas dire que tu manges beaucoup. Ouais. Tu sais, je pense que d'avoir vraiment des données écrites que tu as trackées toi-même, ben après ça, ta job va être faite, puis après ça, tu vas pouvoir modifier des trucs. Ouais. C'est très bon, ça. C'est un bon point. Good. Parce que c'est la même affaire, c'est les fameuses dirty bulk ou ces trucs-là, c'est pas l'affaire la plus intéressante. Tu sais, comme que tu track, c'est super important que tu traques tes macros puis tes calories juste parce que c'est le principe, ça revient au pendule de comme calories in, calories out. Fait que, tu sais. Ben, tu t'es pas obligé de tracker, exemple, tes calories. Tout le temps. Tu peux juste te dire, OK, ben là, je mange tant de grammes de riz, tant de grammes de poulet par repas, puis t'es vraiment comme une structure que tu suis, puis tu déroges pas de ta structure. Fait que le fait que tu aies une structure, ben là, après ça, tu peux dire, OK, ben là, vu que ça n'a pas monté, ben là, la semaine prochaine, on va peut-être rajouter 100 grammes de riz dans mon dîner.
Puis là, après ça, t'as pas besoin de calculer tes calories avec ça, mais tu sais que tu manges plus de bouffe que la semaine passée, puis t'en es certain parce que tu l'as tracké. C'est ça. Parce que, tu sais, puis ça, c'est d'y aller aussi étape par étape, parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que c'est plus au niveau de ta digestion le plus important, parce que t'as bien beau dire « Ah, je pars de 2000, je vais monter à 3200 calories. » Là, on parle de 1200 par jour. Ta digestion, là, elle va dire « Qu'est-ce que tu fais? » Fait que, c'est important de ne pas sauter d'étapes. Puis il y en a beaucoup qui veulent sauter des étapes aussi, pas juste dans le partying, là, mais dans la prise de masse, dans une perte de poids. Tout le monde veut sauter des étapes pour atteindre un objectif rapide. Fait que, oui, vous comprenez que dans une prise de masse, vous allez prendre, oui, techniquement, on veut plus de muscles, mais vous allez prendre aussi du gras parce que ça vient avec. Mais que si vous le faites intense, c'est-à-dire que tu demandes beaucoup trop tes calories, ben attends-toi à prendre plus de gras que de muscles. Fait que ton visuel sera pas plus beau. C'est un peu pour ça qu'une dirty bulk, ça marche. Parce que tu vises tellement haut, parce que ces aliments-là sont tellement caloriques que c'est comme plus facile. Tu vas over the top, et là, t'es sûr d'avoir un surplus calorique. Fait que, en théorie, ça marche. Mais t'as l'effet que tu prends beaucoup trop de gras pour rien. C'est ça. Mais je dis pas de faire une dirty bulk, mais de tracker tes affaires puis d'être sûr que t'as tout le temps à reach ton target là, que tu t'es visé. Là. Ouais. Fait que, prochaine question. Prochaine question. On est rendu alright. Fait que la différence entre les hommes et les femmes dans l'entraînement, je pense qu'on va y aller en deux volets. Là. Fait que je pense que je vais te laisser plus peut-être le volet bodybuilding, puis je vais faire plus le volet powerlifting, peut-être. Là. OK. La différence entre les hommes et les femmes, je te dirais que, grossièrement, pas tant de différence en termes de... Un muscle, c'est un muscle. Que ça soit un homme ou une femme, là, c'est les mêmes processus qui font que le muscle il grossit. T'sais. Il n'y a pas de training de filles, il n'y a pas de training d'hommes. Un training, c'est un training. Puis les coachs qui vous vendent des trainings faits spécialement pour les femmes, là, c'est de la bullshit. OK? Fait que c'est vraiment comme... C'est similaire. Il y a des études qui démontrent mettons, que les femmes sont capables de prendre peut-être un petit peu plus de volume d'entraînement ou sont capables de prendre plus de séries à haute répétition. Mais encore là, c'est quand même les mêmes principes qui dictent l'hypertrophie. Tu sais. Fait que, il y a plus d'études sur la science, sur l'hypertrophie d'un muscle, que genre, justement, une femme va prendre plus de volume qu'un homme ou autre. Fait que c'est, à un moment donné, ça revient à justement dire faire too much. Puis, tu sais, c'est peut-être un hot take que je vais dire, là, mais je dirais que même en termes de rythme de gain, les hommes et les femmes, ça peut être quand même assez similaire là, en termes de rythme de gain. Là, il y en a qui vont me regarder et vont dire ben non, c'est clair, là, les hommes prennent beaucoup plus facilement de muscles. Oui, mais parce que généralement, les hommes, en termes de poids, en termes de muscles, en termes de masse musculaire, ils partent à un point plus haut. Fait qu'exemple, un gars, ça va être peut-être... il va partir à genre 160. Mettons, si tu enlèverais tout son gras sur le corps, il peut-être 150 livres de masse musculaire pure. Puis, mettons, une femme, dépendant de sa grandeur, peut-être qu'elle, si tu enlèves tout le gras du corps, elle a peut-être 90 livres, 100 livres de masse musculaire. Ben, en termes de pourcentage de growth, c'est similaire. Même si les gars ont plus de testostérone, mais tu sais, les gars vont progresser à un rythme plus rapide. Mais en termes de pourcentage, c'est quand même proche. Ouais. Je sais pas que c'est pareil, mais en termes de pourcentage, c'est similaire. Ben, tu sais, ça revient aussi à comment tu mets ton intensité. Tu sais, mettons, on parle de s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Moi, je suis même avec toi, là. La seule chose qui va différencier, je pense, un homme et une femme, c'est sur les objectifs. C'est ça. Tu sais, ton training va changer à cause de tes objectifs à toi-même. Tu sais, mettons, une femme va peut-être vouloir avoir plus de fesses, plus de cuisses, parce qu'un gars va peut-être vouloir un plus gros chest, un dos, des bras, chest, bras. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on y va dans le côté bodybuilding, ben c'est ça. Tu sais, comme les shapes, fitness, fait que, tu sais, bikini, wellness, figure, bodybuilding. T'sais, les shapes changent, fait que tes workouts vont changer, puis etc. en fonction
tes objectifs. De tes objectifs, la même affaire pour les gars, mais après ça, c'est... Le principe derrière l'hypertrophie change pas. C'est ça, fait que le principe change pas. Fait que ça de ce côté-là. Puis après ça, c'est l'intensité. Fait que tout le monde, il y a bien des filles qui ont peur de mettre de l'intensité parce qu'ils vont dire « Ah, moi, mais si je m'entraîne trop fort, trop intense... » Devenir trop jack comme un gars. Trop jack, mais non. À part si tu prends des super suppléments. Là. Ça, si tu prends des stéroïdes, là, ça peut peut-être changer, mais les filles ne deviendront pas comme un gars parce qu'ils font, exemple, un set de biceps de trop, là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que moi, dans le powerlifting, c'est le même principe. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes, tu sais. Où que ça va changer, c'est peut-être, justement, tu sais, un gars qui va dire, tu sais, les faiblesses musculaires restent les mêmes. Fait que, ta technique d'une personne biomécanique, d'une femme ou d'un homme va rester les mêmes. Après ça, est-ce qu'un débutant est une débutante, c'est la même chose, un avancé, un athlète avancé, ça va être pas mal les mêmes principes. T'sais, j'ai bien des gars qui vont bencher peut-être 3 fois semaine, des filles aussi, mais il y en a que peut-être des filles, en fonction de leur bench, mettons des filles plus bench spécialistes, peut-être qu'ils bencheront pas autant parce que les charges sont plus demandantes par rapport à leur système nerveux puis par rapport à leur corps. Fait que, même si, quand on regarde des compétitions puis on va aux compé, tu vas regarder une fille, mettons peut-être 63 kilos qui va lever 3 plates, tu vas dire « Ouais, mais... » c'est juste 3 plates, mais hey, à leur poids, là, 3 plates, le système nerveux travaille autant qu'un gars qui squatte 500 livres, 600 livres, là, qui pèse genre 83, 93. Là. Fait que ça, à un moment donné, c'est comme chaque personne, c'est pas de voir, c'est un corps humain, là, fait qu'arrêtez de voir un homme... Le processus de la force reste le même. C'est ça. Fait que, puis après ça, ben, il y a des préférences de sous-objectifs qui vont changer. Fait que, mettons, il y en a des fois là, que tu vas entraîner une femme, puis elle va dire, ben, c'est justement, je veux plus de fesses, je veux faire de la force, mais je veux pas trop avoir des grosses épaules, des gros bras. Mais là, faut que tu parles avec, c'est de dire, regarde, ça vient avec le sport. Aussi, je pense que la plus grosse différence, justement, là, au niveau des charges que tu vois plus gars-filles, c'est peut-être au niveau du bench que ça se différencie. Généralement, les gars ont quand même des gros bench comparé à l'autre lift, tandis que, exemple, les femmes, on voit, mettons, une différence vraiment en termes de pourcentage, mettons, de leur squat puis le deadlift. Mais je pense que ça vient aussi avec un peu l'historique d'entraînement. Tu sais, généralement, un gars qui commence le gym mettons, à 12 ans, là, quasiment la première exercice qu'il fait, c'est du bench press. Ah, fait que même s'il s'entraînait pas en powerlift, même s'il s'entraînait pas comme... Ça fait, le petit gars, il y a 12 ans, il est sur le bench press, tandis que la fille, peut-être que sa première... chose, c'est des squats. C'est des squats ou c'est, exemple, des booty bench, des trucs de même. Puis, mettons, le temps qu'elle se rende dans l'univers du powerlift, ben là, peut-être qu'elle commence, puis elle commence comme avec la barre, tu sais. Tandis qu'un homme, ben tu sais, ça fait depuis qu'il a 12 ans qu'il fait du bench press. Fait que là, il commence en powerlift à même âge, mais lui, ça fait quasiment, mettons, 5-6 ans qu'il en fait, tandis qu'elle, elle part comme de rien un peu, là. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis en termes de masse musculaire, ben il y en a plus d'en partant. Fait que c'est normal qu'il y ait une différence au niveau des lifts, mais le principe de progresser, il reste le même. Reste le même, c'est ça. Fait que, si vous êtes dans les... si vous faites vendre du rêve en disant que, justement, une fille s'entraîne comme une fille, un homme s'entraîne comme un homme, puis que, c'est spécial programme powerlifting féminin, c'est de la bullshit, là, ça existe pas, là, un programme fait 100% pour les filles, puis des programmes 100% pour les gars, là. C'est plus peut-être dans un truc communauté, là, comme... Peut-être le vibe est différent. Le vibe est différent. Fait que rendu là, c'est plus une communauté dans laquelle que vous embarquez, d'être dans un, mettons, on va dire un challenge plus féminin ou un challenge plus masculin, mais c'est une communauté. Fait que c'est pas un programme en tant que tel, c'est juste avoir des gens qui sont comme toi, qui ont un peu le même objectif. Mais le principe va rester le même, là, fait que, pour tout le monde. Puis après ça, ben, c'est de faire de l'individualisation dans la programmation, de bien connaître l'athlète, autant en bodybuilding qu'en powerlifting, de savoir aussi c'est comment que le corps de l'athlète réagit. Fait que peut-être en bodybuilding, ça peut être comment que les cotes, comment le volume aussi affecte, comment les forces de prise de masse. Mais en powerlifting aussi, ça va être de comment qu'on voit la technique évoluer, le volume qui monte à chaque semaine ou comment qu'elle gère au niveau du volume puis de l'intensité dans ces paramètres-là. Puis de voir en bout de ligne
Même c'est les accessoires qu'elle va faire. Fait que c'est de prendre vraiment un tout de l'athlète puis juste d'optimiser en fait le tout. Fait que l'alimentation, la nutrition, le sommeil, améliorer les workouts alentour de ton athlète. Fait que c'est de son mode de vie. Fait que rendu là, je pense que ça fait pas mal le tour. Il n'y a pas de différence. Ben, 95 je dirais. Ouais. Il y a des petites différences, mais tu sais, pour le monsieur, madame, tout le monde, ou tout le monde qui s'entraîne en général, qui sont pas vraiment des super athlètes, mettons, là, qui s'en vont à l'Olympia là, ou whatever, il n'y a pas vraiment de différence. Mettons, là, je pousse un peu l'exercice, mais exemple, peut-être qu'il pourrait y avoir une certaine légère différence entre plus un vieux puis des personnes plus âgées versus des jeunes. Mais Comme c'est une prévention blessure, prévention. genre au niveau de la charge ou du volume que tu vas mettre, mais c'est ça, tu sais, pour 95 de l'entraînement ou de whatever, c'est similaire. Nice. Prochaine question. Ça fait le tour. Ça fait le tour? Ouais, ça fait On le n'a tour. pas plus de questions? Non, ben, je pense que ça répond pas mal aussi à pas mal toutes les questions. Alright. Ben, sinon, les autres questions, on les Pas très pose. pertinent. Ouais, là, c'est ça, fait que, Good. Bon, ben, ça fut bref, mais informatif. Donc, likez, partagez, commentez. Si vous avez des invités que vous voulez qu'on reçoive sur le podcast, ben, amenez-nous-les. Mettez-nous en contact. Mettez-nous en contact, c'est ça. Sinon, là, merci d'avoir écouté. C'était Le temps d'un prix.